Les ovnis sont-ils un mirage, évoqué par l'Air Force pour obscurcir les projets de vol classifiés? C'est en partie ce que soutient Mark Pilkington, un journaliste et cinéaste britannique qui écrit sur les bizarreries de la société. Dans Mirage MEN, une aventure dans la paranoïa, l'espionnage, la guerre psychologique et les ovnis, il démontre de manière convaincante qu'une grande partie du canon de la logie ufologique a été lancée ou encouragée par le gouvernement qui tentait de dissimuler des projets militaires de la guerre froide. Il a récemment discuté avec US News des origines et des effets de la mythologie ovni dans le monde. Comment l'histoire des ovnis a-t-elle été façonnée par le gouvernement? Ces idées se génèrent d'elles-mêmes dans une certaine mesure, mais il est prouvé qu'elles ont été spécifiquement façonnées dans certains cas. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une grande conspiration de longue date, je pense simplement que l'histoire des ovnis a été déployée et utilisée à des moments opportuns. Presque tout ce que l'on croit généralement à propos des ovnis a été exploité, façonné et, parfois, généré par des personnes travaillant pour l'US Air Force et la communauté du renseignement. L'idée selon laquelle des ovnis se sont écrasés sur le sol américain, que le gouvernement américain abritait et cachait la technologie ovni, qu'il refusait à ses citoyens le droit de savoir que des extraterrestres sont venus ici et nous ont rendu visite, toutes ces choses ont été délibérément implantées dans la culture. Le lundi 27 février 2012, Wikileaks a commencé à publier The Global Intelligence File, plus de 5 millions d'emails provenant de Stratfor, une société de renseignement mondial dont le siège est au Texas. Les emails datent de juillet 2004 à fin décembre 2011. Ils révèlent le fonctionnement interne d'une société qui se présente comme un éditeur de renseignement, mais fournit des services de renseignement confidentiels à de grandes entreprises, telles que Dow Chemical Company, de Bhopal, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon et des agences gouvernementales, notamment le département américain de la sécurité intérieure, les Marines américains et la Defense Intelligence Agency des États-Unis. Les emails montrent le réseau d'informateurs de Stratfor, la structure des paiements, les techniques de blanchiment de paiements et les méthodes psychologiques. Pourquoi le gouvernement voudrait-il semer ces idées? Les histoires d'ovnis sont utilisées comme couverture pour les essais en vol d'avions expérimentaux et clandestins. Si l'on regarde les endroits où les observations d'ovnis sont fréquentes, ce sont aussi les endroits où l'armée teste ses avions expérimentaux. Pendant les premières années où les ovnis ont circulé dans la culture populaire après la Seconde Guerre mondiale, le public ne parlait pas des ovnis comme étant extraterrestres. On les qualifiait plutôt d'avions avancés américains ou russes. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Benrich jouait sa réputation, mais aussi celle de Lockheed et des Skunkworks sur le programme de la furtivité. Imaginez que cette surface fait 1 mètre carré et que vous la tenez à angle droit devant un radar. Sa surface équivalent radar sera d'environ 1000 mètres carrés. Si vous inclinez la plaque en arrière à un angle réduit, la SER tombe à 1/10 de mètre carré. Si je la positionne pour qu'elle ressemble à un diamant, c'est toujours le même gros miroir que tout à l'heure, et que je l'incline jusqu'à cet angle, la SER chute à environ 1/1000 de mètre carré. De 1000 mètres carrés à 1/1000 de mètre carré, on change d'un facteur de 1 million. Il suffit donc de fabriquer un avion contenant tout un tas de sections en forme de diamant, comme celle-ci, pour qu'il ait une SER très réduite. Lockheed commence à se dire qu'il est effectivement possible de berner le radar. Il est évident que la puissance de l'écho s'est énormément réduite. La lecture confirme que l'amplitude, la force du renvoi, n'est plus que de 4 milliunités et demie. Benrich et son équipe ont réussi à faire disparaître un avion. Enfin presque. La forme polyédrique est efficace. Mais il manque encore quelque chose pour passer de la théorie à ceci. Une grande partie de cela remonte au premier vol de l'avion espion U-2 dans les années 1950. Le 1er mai 1960, l'espion explose en plein ciel. Lors d'une mission secrète pour le compte de la CIA dans l'espace aérien soviétique, un U-2 piloté par Gary Powers est abattu par un missile solaire au-dessus de la ville de Sverdlovsk.
l'épave de son avion est exhibée aux yeux du monde entier. Le radar et surtout le missile à guidage radar viennent de rattraper leur retard technologique. Gary Powers est jugé et condamné à 10 ans de prison pour espionnage, mais il sera rapatrié 2 ans plus tard, en 1962, juste à temps pour assister à l'heure de gloire de l'U-2. Des photos prises par un avion de ce type au-dessus de Cuba font apparaître une menace des plus inquiétantes, des missiles soviétiques à portée de tir des États-Unis. Le journal interne de la CIA a publié il y a environ 10 ans un article qui disait que l'une des fonctions du projet Blue Book, l'enquête officielle de l'armée de l'air sur les ovnis, était de surveiller la visibilité de l'U-2 pour les personnes au sol. Quelqu'un verrait ce qu'il pensait être un ovni, puis l'Air Force enverrait quelqu'un pour lui parler. Bien entendu, l'Air Force aurait un calendrier des vols du U-2 et serait en mesure de dire si ce que la personne a vu était bien un U-2. En parlant à tous ces supposés témoins d'OVNI, la CIA a pu évaluer la visibilité de U-2. Les soviétiques étaient-ils une cible pour cela? Il existe d'autres motivations, plus subtiles, du côté américain. L'une est l'idée d'une super-arme. Si des nations hostiles croient que vous abritez une technologie extraterrestre que vous avez intégrée dans vos propres systèmes d'armes et avions, alors elles ont de bonnes raisons d'avoir peur. Que s'est-il passé en 1952 à Washington DC? Le premier incident a eu lieu tôt un matin de juillet. Il a été rapporté largement dans les journaux qu'un certain nombre d'objets inconnus sont apparus sur les écrans radars autour de Washington. Maintenant, il me semble très plausible que l'incident de Washington était une démonstration d'une technologie du ministère de la Défense, connue sous le nom de projet Palladium, qui permettait à l'opérateur de projeter des signaux radars sur d'autres écrans radars. Plus tard, la technologie est devenue très sophistiquée au point qu'il était possible de modifier la forme du blip, sa vitesse, etc. Nous expliquons longuement dans le livre les preuves suggérant que l'incident du radar de Washington était une opération planifiée. Les fanatiques d'OVNI savent-ils qu'ils peuvent être dupés? Certainement. Je ne suis pas la première personne à leur dire ça. La tradition des ovnis est devenue une question religieuse pour beaucoup de ceux qui y sont impliqués. Nous discutons avec un homme appelé Bill Moore, qui, dans les années 1980, était l'une des personnes les plus respectées de la communauté ovni. Il a été coopté par les services de renseignement de l'Air Force pour agir comme une taupe transmettant des informations à l'Air Force sur ce que les gens recherchaient et pour transmettre de la désinformation à la communauté ovni. Lorsqu'il a révélé tout cela lors d'une convention sur les ovnis en 1989, les gens se sont précipités en pleurant dans les couloirs. Mais qu'est-il arrivé à la tradition plus large des ovnis? Rien. Est-ce un phénomène mondial? L'histoire des ovnis est mondiale, mais je pense qu'elle trouve ses origines dans la culture américaine. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu une vague majeure d'ovnis en Iran. Il n'est pas surprenant que tous les incidents d'ovnis se soient produits à proximité des sites nucléaires connus du pays. Au début, il s'agissait de lumières étranges dans le ciel, puis au fil des jours, les histoires ont commencé à devenir plus dramatiques. Il décrivait de petits robots planant dans le ciel. J'ai lu récemment un article intéressant décrivant l'impact de l'utilisation de drones au Pakistan et en Afghanistan. Les villageois décrivent les drones comme des êtres spirituels dotés d'une vie propre, vivant dans des chambres dans l'espace et venant se nourrir de femmes et d'enfants. C'est fascinant à regarder, car j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu. Ce sera différent pour chaque nation, à mesure qu'elle se développera. Peut-être que chaque nation aura les extraterrestres qu'elle mérite. Strategic Forecasting, Sean Noonan, Bureau d'analyste tactique.